Le souhait, c'est que le groupe puisse être celui qui va dire « j'ai réussi à faire fonctionner, je suis ce groupe de tourisme qui réussit à faire fonctionner 3 mots ensemble, le mot d'expérience, le mot de sens autour de la stratégie RSE et le mot de performance. » Bonjour Franck. Bonjour Vangelis. Alors tu as été nommé récemment en tant que directeur général de Pierre et Vacances Center Parcs. Et donc évidemment, quand on prend ces fonctions, on a toujours envie de remettre une vision, de reprojeter l'ensemble de l'énergie de l'entreprise vers le futur. Tu as articulé un nouveau plan dont tu vas nous donner quelques éléments autour de 3 piliers. Ça s'est basé sur quel constat? On a une conviction, c'est que au-delà de l'expérience client, qui est évidemment le point clé qui est encore attendu de tout le monde en France et ailleurs, mais cette période, ces mois-ci, ont mis en avant des tendances qui vont devenir structurelles, qui sont structurelles. C'est le fait que le sens donné aux Français, à tous les voyageurs, à leurs vacances, est aussi prépondérant que l'expérience. Et ce sens, il se traduit par le fait qu'ils veulent des vacances authentiques, des vacances locales, plus en proximité, dans les deux sens du mot proximité, géographique, et aussi dans l'interaction avec les habitants des territoires qu'ils vont découvrir. Qu'est-ce qu'il faut faire évoluer pour mieux correspondre à cette évolution naturelle du marché? Le constat, c'est que c'est un groupe qui a des marques et des offres qui sont vraiment exceptionnelles. Center Parcs, des destinations au cœur de la nature, des domaines au cœur de la nature, qui sont des destinations en elles-mêmes, Pierre et Vacances, les résidences de tourisme en France et en Espagne, quand Center Parcs c'est dans 4 pays en Europe, Maeva.com, plateforme distribution et servicielle, et puis Adagio, qui sont les appart-hôtels en France et en Europe. Donc le positionnement, on est exactement sur ce qui est souhaité aujourd'hui, ce tourisme de proximité. On a une clientèle très domestique, très familiale, très fidèle. Donc ça, ce sont vraiment des atouts. Maintenant, quels sont les points qu'il fallait et qu'il faut améliorer? Il faut qu'on bascule vraiment au niveau du groupe dans cette ère expérientielle. On n'est pas là pour proposer une offre d'hébergement. Le souhait, c'est que le groupe puisse être celui qui va dire « j'ai réussi à faire fonctionner, je suis ce groupe de tourisme qui réussit à faire fonctionner 3 mots ensemble, le mot d'expérience, le mot de sens autour de la stratégie RSE, et le mot de performance. Est-ce que tu as déjà prévu une perspective de développement qui répondrait à la logique que tu viens d'évoquer sur des nouveaux types d'actifs ou des nouveaux types d'expériences dans les années à venir, et tu vois ça quand? Ce développement, il est clé pour le groupe, parce qu'un groupe comme le nôtre, effectivement, il faut toujours qu'il étende sa toile géographiquement et puis sur son positionnement en termes de segments de marché. On vient d'ouvrir notre 28e Center Parcs en Belgique, autour un magnifique resort autour du wellness à Aix-la-Chapelle, près d'Aix-la-Chapelle. Le prochain, ce sera en juin 2022 dans le Lot-et-Garonne, entre Bordeaux et Toulouse. Pareil, un magnifique Center Parcs à dimension humaine, complètement intégré dans son environnement, plébiscité par tous les acteurs locaux, économiques, politiques, environnementaux, très éco-construit, de l'emploi local, du sourcing local dès qu'on parle de ce qu'on offre dans nos bars et restaurants là-bas. Donc ça, c'est pour Center Parcs. Et puis, on a beaucoup de projets d'expansion en Europe du Nord pour Center Parcs. Allemagne, Danemark en particulier. Pour Pierre et Vacances, le but, c'est qu'on monte en gamme. On monte en gamme et qu'on se diversifie. Donc notre développement, il va se faire dans le sens de cette diversification sur des projets de lifestyle à la montagne. Donc nous allons opérer, d'ici 3 ans, on opérera 3-4 ans, 3 hôtels lifestyle à la montagne. C'est nouveau pour nous, mais on a toute cette légitimité, on est leader à la montagne pour le faire, et ça signifie que on va le faire dans les codes du lifestyle, mais appliqué à cet environnement particulier qui est la montagne. Comment tu vois l'été? Est-ce que déjà tu as des faisceaux? Est-ce que ça y est, on commence à sentir le parfum de la reprise? Vous avez ça dans le réseau? Alors nous, on le sent vraiment très bien, et c'est un énorme bol d'oxygène pour nous. On a vraiment un effet binaire. On est passé de 0 à 1. 0 parce que jusqu'à mi-mai, en gros, quasiment tout était fermé. On a tenté autour de l'hiver d'ouvrir quelques résidences, mais enfin sans remontée mécanique. Les stations vivent évidemment moins bien. Donc jusque mi-mai, quasiment tout était fermé. Et à partir de mi-mai, fin mai, on a réouvert l'ensemble de nos Center Parcs et l'ensemble de nos résidences Pierre et Vacances. Ce qu'on voit, c'est que tout de suite,
il y a un volume de réservation qui vient de façon très massive, à la fois pour du court terme. Donc les week-ends de l'Ascension de la Pentecôte ont été des week-ends très réussis. Et puis ensuite pour l'été, juillet, août. Et donc ce qu'on voit à date, à l'heure à laquelle on se parle, c'est qu'on a un pipeline de réservation qui est de 20 points supérieur à ce qu'il était au même moment l'année dernière. Et donc on prévoit des taux d'occupation pour cet été qui vont être des taux d'occupation probablement supérieurs à 80%. C'est quoi le rôle de l'humain? Comment tu le positionnes dans ton projet de Pierre et Vacances, Center Parcs et ce que vous avez à venir? Et pour cet été, est-ce qu'on trouve des collaborateurs pour venir travailler dans nos établissements et donner cette expérience? L'humain, il est clé pour nous, il est fondamental. On est dans ce métier de service, d'accueil, et la chose dont on se souvient à la fin d'un séjour, 1 an après, 10 ans après, c'est comment est-ce qu'on a été reçu? Est-ce qu'on a été bien reçu? Est-ce qu'on a eu cette qualité d'hospitalité? Donc, au cœur, au centre des 3 piliers que j'évoquais tout à l'heure, il y a les hommes et les femmes de ce groupe. Ils sont 13 000. Ils sont impliqués, motivés. Ils ont vraiment au cœur ce sens du service de l'autre. Ces hommes et ces femmes, on les recrute, on les forme, on les développe pour que toujours ils soient épanouis, d'une part, ils soient dans la créativité, qu'ils puissent avoir toute la liberté de s'exprimer. On les met pas dans un carcan. Ils doivent exprimer un positionnement de marque, selon s'ils travaillent pour Center Parcs ou Pierre et Vacances, c'est pas la même chose. Mais surtout, on doit les libérer parce que c'est la plus belle chose du monde que de générer cette qualité de dialogue, d'interaction. Donc, c'est ce qu'on fait en permanence avec nos employés. Dans la période estivale, on recrute effectivement des saisonniers. Donc nous, par rapport aux 13 000 employés qu'on a du groupe, c'est près de 500 saisonniers qu'on a en plus pour l'été 2021. Il y a aussi des dispositifs autour de l'accueil des jeunes. Mais ça, c'est fondamental pour nous d'avoir vraiment, finalement, des collaborateurs qui sont motivés par quoi? Par notre raison d'être, qui est engagée, donc engagée pour vous proposer les essentiels au cœur de territoires préservés. Et c'est ça notre raison d'être, c'est ce qui les anime tous les jours. Tu sais, depuis des années, on disait qu'on avait un secteur qui était en tension de l'emploi. Là, après cette période, on s'est dit, ça va probablement peut-être un petit peu refluidifier ces éléments-là. Il semble que ce soit pas totalement le cas. Pour toi, c'est quoi la raison peut-être structurelle ou les raisons qui font qu'on a ce problème un peu récurrent dans notre secteur? Là-dessus, je pense qu'il faut qu'on soit très lucide et peut-être pas très sympathique, mais il faut faire un constat qui est un constat plutôt d'échec de ce qui est fait en matière d'emploi dans le secteur, la façon dont on le prend. On a un secteur qui est magnifique, qui emploie, qui contribue à 7 ou 8% du PIB. On est dans le métier des services. On est dans des métiers où le digital a aujourd'hui prend toute sa place, où l'expression de la personne humaine prend toute sa place, où la possibilité de passer d'un emploi à un autre est réelle. Et à côté de ça, on voit qu'on a des soucis pour recruter. Donc, il y a un truc qui va pas, qui est pas normal. Et mon constat, moi, ma conviction, c'est qu'en fait, la façon dont on le fait n'est pas la bonne. C'est qu'on est encore en train de raisonner avec des rigidités, des carcans, où vous êtes employé dans un groupe avec un métier, mais quand il s'agit de passer à un autre groupe ou de changer de métier, là, on repart à zéro. Et donc, on n'est pas capable de capitaliser au sein d'un secteur entre les différents domaines et les différents groupes pour que l'employé puisse aller d'un secteur, enfin d'une entité, d'un groupe à une autre, en gardant tous ses acquis passés, mais aussi en matière sociale, en matière d'avancement. Et si on arrivait à faire ça, enfin, on aurait une fidélité de la part de nos collaborateurs, alors qu'aujourd'hui, ils vont quitter notre domaine pour aller devenir auto-entrepreneurs dans d'autres domaines, et c'est quand même bien dommage. Toute crise est révélateur de sujets profonds. Dans cette crise, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait apprendre d'un nouveau modèle de développement. On a vu qu'on est un écosystème plutôt complexe. On vient de parler de l'humain, qui est important. L'investissement est aussi un levier qui est important. Il va générer de la valeur, créer de la croissance. Est-ce que tu crois qu'il y a des enseignements à tirer sur une meilleure répartition du risque, de la valeur, un nouveau modèle qui soit peut-être plus vertueux et plus respectueux de l'alignement d'intérêts de tout le monde? Ce qu'on a vu, c'est que les contrats, qui sont les contrats qu'on a usuellement, sont pas adaptés à des crises comme celle-là. Pour une bonne raison, c'est que comme on l'avait jamais vécu, ça n'avait pas été anticipé dans les contrats. Et quand on regarde les différents acteurs de la chaîne, entre le propriétaire des murs, le propriétaire des fonds de commerce et l'opérateur, certains pourront être propriétaires des murs et du fonds de commerce, certains pourront être propriétaires du fonds de commerce et opérateurs, mais globalement, entre ces trois équilibres-là, on a des contrats qui sont aujourd'hui trop rigides,
beaucoup trop à long terme, qui ne prévoit pas des cas comme on l'a vu pour créer un peu ce rôle de matelas, d'amortisseur et de partage de la valeur entre ceux qui seraient complètement à l'abri du fait du contrat de tout ce qui peut se passer à l'extérieur, et puis à l'inverse, ceux qui en pâtissent vraiment drastiquement. On a tous intérêt à ce que l'autre se porte bien, parce que sinon, un propriétaire de mur va voir son asset clairement dégradé si l'opérateur n'est plus là pour venir avec sa marque opérer librement, parce qu'il aura été écrasé par la crise. Vous êtes aujourd'hui un acteur majeur de cette industrie par votre taille, en France, mais y compris en Europe. Selon toi, c'est quoi un peu les 1, 2, 3 grands enjeux auxquels le secteur va devoir faire face pour peut-être se réinventer, comme ton plan, ou en tout cas faire face aux défis de demain? Moi, je vois 3 enjeux pour l'avenir du tourisme en France, et il faut un nombre limité d'enjeux, mais que tout le monde vraiment déroule autour et se concentre sur ces 3 enjeux. Le premier, il est autour de l'offre. Quelle est notre stratégie d'offre? On a une offre qui est très riche, protéiforme. En France, c'est parfait d'un point de vue géographique, culturel, patrimonial. Mais à un moment donné, quels sont les 5, 6 sujets sur lesquels on veut concentrer notre stratégie d'offre et mettre en avant pour attirer une clientèle domestique, internationale? Donc, avoir une stratégie d'offre qualitative vraiment de bon niveau. Le deuxième point, c'est qu'il faut qu'on raisonne client. Chacun de nos groupes, que ce soit dans le transport, l'hébergement, évidemment, répond à ça, mais créons les passerelles, raisonnons client qui veut, lui, avoir une offre expérientielle de bout en bout, des continuités, et donc toutes ces initiatives qui permettent d'aller montrer sur des plateformes d'offres ce qui est possible en termes d'activité et faire les liens avec l'hébergement, le transport sont des bonnes initiatives. C'est celle de la Caisse des dépôts récemment. Poussons-les à fond pour que on ait vraiment de quoi nous montrer cette offre et qu'on ne dépende pas que de nos chers amis anglo-saxons ou asiatiques. Clairement, c'est fondamental pour nous. C'est un sujet stratégique. Et puis le troisième point, on en a parlé tout à l'heure, c'est que qui sont celles et ceux qui réalisent tout ça? Eh bien, ce sont des hommes et des femmes. Il faut les attirer, il faut les former, il faut les motiver. Et donc, il faut qu'on ait en France un travail sur les écoles de formation. Il faut que les écoles hôtelières soient les meilleures, puissent être en France, les écoles de formation, les meilleures académies du service puissent être en France. Donc, allons développer des campus, des académies, capitalisons pour travailler sur la taille. Et ensuite, une fois que nos jeunes ont été formés, qu'ils ont été attirés dans nos métiers, veillons à les maintenir motivés, toujours enchantés. Donc, créons les passerelles d'un groupe à l'autre, sécurisons leurs conditions d'emploi. Et donc voilà les 3 points qui pour moi devraient être dans un agenda présidentiel pour une politique du tourisme toujours plus réussie demain. Quand on est un manager de grandes entreprises comme ça, qu'est-ce qui t'a motivé pour reprendre ce défi? Parce que c'est vrai que c'est un vrai challenge dans l'absolu, mais c'est un vrai challenge particulièrement dans le contexte dans lequel enfin en tout cas qu'on vient de vivre. Qu'est-ce qui toi t'a un peu intimement motivé dans ce challenge? C'est dans des crises que chacun se révèle et qu'on est capable de construire l'avenir, de se projeter. Et donc il faut dans le tunnel se dire mais regarde, la lumière elle est là-bas et voilà où on va aller. Et qu'est-ce qui m'a motivé? Le fait qu'on a ici un des principaux groupes français dans le tourisme, créé il y a plus de 50 ans par quelqu'un qui est un visionnaire, précurseur, Gérard Brémond. On a un groupe familial et donc ce groupe il va évoluer dans sa constitution, dans son offre, dans son positionnement. Il va pouvoir contribuer à cette évolution de la meilleure façon possible et puis pouvoir écrire cette histoire pour assurer le meilleur avenir à ce groupe, à ses employés, à tous les clients qui viennent le voir chaque année. Il y en a près de 10 millions. C'est ça l'enjeu. Et c'est ça qui m'a vraiment motivé et je regrette pas une seule seconde ce choix aujourd'hui. Alors, Franck, merci beaucoup. Bon courage pour la reprise cet été. Et puis, on fera le bilan à la fin en espérant qu'enfin le secteur va repartir et que 2022 sera un ciel radieux pour notre secteur. Merci, Franck. Merci à toi, Evangelis.